entre vos mains l'avenir des enfants et des familles. Il y a une remise en question fondamentale sur la primauté du lien familial biologique. Pensez dans votre rapport préliminaire, Mme Laurent. Mais ça veut dire un méchant coup de barre. M. Carman, êtes-vous prêt à remettre ça en question? Oui, tout à fait. Les choses ont changé. On n'a pas besoin que ce soit la famille biologique. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire avancer nos travaux, je pense, cet automne. Donc on veut attraper ces familles-là. Comme je parlais tantôt, c'est souvent une histoire familiale. On veut les attraper le plus rapidement possible. Puis un des bons endroits pour les attraper, c'est dès la grossesse de la mère. Bonjour madame, bonjour monsieur, et bienvenue à l'épisode numéro 7 de la série « Les enfants du gouvernement ». Mon nom est Alain Rioux pour les Papas en action. Alors aujourd'hui, nous allons terminer l'étude détaillée de l'article 4 de la loi sur la protection de la jeunesse. Débutons avec un peu d'histoire sur le jugement par les pairs. Les pairs sont par définition des personnes de même situation sociale, de même titre, de même fonction que le justiciable qui doit subir un procès. Historiquement, la Cour des pairs est née en France en 1814 avec la dissolution du gouvernement, la déchéance de Napoléon Ier et la proclamation de Louis XVIII, le dernier monarque de la maison capétienne de Bourbon, à décéder sur le trône de France. La Charte constitutionnelle de Louis XVIII définissait dans ses articles 33 et 34 le rôle de la Cour des pairs en matière juridictionnelle. Article 33. La Chambre des pairs juge des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État qui sont définis par la loi. Aucun pair ne peut être arrêté que par l'autorité de la Chambre et jugé par elle en matière criminelle. Par exemple, prenons le fameux cas de cette Chambre des pairs qui a entendu le procès intenté au maréchal Ney, duc d'Elchingen et prince de la Moscowa, accusé de haute trahison après son ralliement à l'empereur Napoléon Ier débarqué de l'île d'Elbe. Donc le maréchal Ney a combattu dans la défaite de Napoléon à Waterloo et vécu ses derniers jours dans ce tribunal des pairs avant d'être fusillé sur la place publique au petit matin du 7 décembre 1815 sur l'avenue de l'Observatoire de Paris. Le grand Napoléon l'avait surnommé le brave des braves. Dans les siècles plus anciens, la pairie était un office de la couronne, bref, un moyen pour les rois de s'attacher les nobles les plus importants du royaume. Un collège d'une douzaine de pairs confirmait la désignation du nouveau roi. Après l'Ancien régime des Capétiens, pair de France est devenu un titre honorifique qui donnait accès au conseil privé du roi. Les pairs de France comptaient des ecclésiastiques, des comtes et des ducs dont le nombre s'éleva à 38 à la veille de la Révolution française de 1789. Bref, après la chute de Napoléon, Louis XVIII a créé la Chambre des pairs sur le modèle anglais. Donc, le vassal disposait du droit d'être jugé par les autres vassaux de même rang que lui. C'était en somme un privilège accordé à la noblesse. Non seulement depuis des siècles, dans les royaumes disparus au profit des monarchies constitutionnelles, mais encore aujourd'hui, le privilège d'être jugé par ses pairs continue de s'appliquer allègrement. Nous n'avons qu'à penser qu'à notre modèle de justice quasi-judiciaire du Québec. Ce système de justice, qui ne relève pas de l'administration des tribunaux judiciaires, mais de l'administration gouvernementale, est strictement fondé sur le jugement par les pairs. En deux mots,
comme les seigneurs d'antan, les professionnels québécois jouissent d'un droit d'obtenir un jugement par leur pairs ou par leurs semblables, puisqu'en toute logique, il apparaît louable d'exiger que les fautes soient entendues par des personnes capables de se mettre à un même niveau que le justiciable, question d'être sur un pied d'égalité, étant donné les qualités qui découlent de l'équivalence du rang. La chose se perpétue de belle lurette au Québec. Le droit d'un juge d'être jugé par ses pairs est inaliénable. Dans le même esprit que le Conseil de la magistrature pour les juges, les médecins, les avocats, les travailleurs sociaux, les psychologues et les professionnels de 55 professions régies par le Code des professions et encadrées par 46 ordres professionnels, lorsque ces derniers sont accusés d'une faute, tous jouissent de ce même droit particulier d'obtenir un jugement par les pairs. C'était le cas des anciens et nobles pairs de France, d'être jugés par leurs pairs. Pour nos professionnels, ce sont des membres de leur confrérie qui siègent au conseil de discipline. Ces pairs sont choisis par la dite confrérie pour prendre les décisions de culpabilité sur les chefs d'accusation. Nous avons dédié un chapitre complet de magistrature aux dictatures sur ce processus quasi-judiciaire dont les décisions sont parfois très discutables. Pour leur part, les présidents de conseils de discipline sont nommés par le Conseil des ministres du gouvernement. À cet égard, la magistrature aux dictatures, nous avions souligné le cas du vice-président du Bureau des présidents de conseil de discipline, dont la nomination a récemment été reconduite par le Conseil des ministres de François Legault. Maître Daniel Lord. Monsieur Lord a été chef de cabinet pour plusieurs ministres libéraux à la fin du règne de l'ex-avocat et premier ministre du Québec, Jean Charest. Nous avions aussi accordé tout un chapitre de magistrature aux dictatures pour étudier le cas de la nomination des juges et de ces personnes qui se voient attribuer des postes de haut prestige avec une très grasse pension à vie. Après ce bref détour historique sur le plan sociologique, le privilège des grands féodaux et des professionnels québécois d'être jugés par leurs pairs, est-ce que ça peut s'appliquer pour tous les groupes et minorités dans notre société, peu importe leur classe sociale? Aux yeux de tous, la réponse est manifestement oui. Si tous les humains naissent égaux, cette exigence peut entièrement être réclamée de plein droit par tous les groupes et minorités, et ce sans exception, si nous recherchons une meilleure justice et que nous voulons agir dans un esprit bienveillant de créer une société pour tous. Dans la poursuite de notre recherche de la vérité dans le cadre de notre étude de droit naturel, nous pouvons également postuler que les parents, les pères et mères, possèdent également le droit d'exiger un jugement par leur père, c'est-à-dire par un jury de pères et mères représentatifs de notre société et de la situation de fait et de droit à être jugés par le tribunal. Si la logique juridique du jugement par les pairs ou par ses semblables fut appropriée aux princes et toujours appliquée aux fautes des professionnels qui jouissent de ce concept dans notre système quasi-judiciaire, comment la dite logique ne serait-elle pas tout autant applicable aux fautes commises par des parents, de manière à ce qu'elles soient entendues par d'autres parents capables de se mettre au même niveau et sur un pied d'égalité avec ces parents justiciables? Poser la question, c'est y répondre. Un jury de 12 parents possédant une expérience équivalente en matière de premier responsable de l'enfant peut manifestement rendre une décision éclairée
et éventuellement beaucoup plus impartial qu'un ex-employé de la DPJ nommé juge par le Conseil des ministres du gouvernement. Cette évidence est d'une logique inébranlable, à un tel point qu'elle se classe au rang de la vérité. Cette vérité étant maintenant acceptée, dans un autre ordre de pensée, penchons-nous sur un autre aspect de la justice. Passons au niveau inférieur au niveau supérieur, c'est-à-dire du quasi-judiciaire au pénal. En droit criminel, quiconque retient une personne de moins de 16 ans est passible d'emprisonnement. Et il résulte que cet acte constitue un comportement grave qualifié d'acte criminel. Attendu que priver un parent de son enfant contre son gré et dans un esprit qui dénote la mauvaise foi constitue un acte criminel en vertu des articles 281 et suivants du Code criminel canadien, causer la rupture forcée par un enfant de mauvaise foi ou par abus de pouvoir peut être en soi considéré comme un acte criminel ou imputable de poursuite criminelle. Dans le Code criminel canadien, l'article 281 édicte clairement que quiconque n'étant pas le parent d'une personne âgée de moins de 14 ans enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge l'enfant avec l'intention d'en priver son parent peut être jugé d'un acte criminel passible d'un emprisonnement de 10 ans. Par contre, bien entendu, l'article 35 de la Loi sur la protection de la jeunesse est ce qu'on appelle une clause d'inattaquabilité qui protège les intervenantes de la DPJ dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'elles sont réputées agir de bonne foi. Bien entendu, il serait illusoire de tenter d'engager des poursuites contre une intervenante de la DPJ en vertu de l'article 281, notamment parce qu'elle est une personne autorisée par la loi. Toutefois, ce n'est pas le but recherché dans le cadre de notre étude de droit naturel. Cependant, il nous apparaît approprié d'analyser et d'étudier la rupture forcée dans cet esprit, car après avoir fait enquête et conclu à l'existence de l'abus de pouvoir à l'endroit d'un grand nombre de familles du Québec, nous pouvons affirmer en considération de la nature fondamentalement criminelle de cet actus reus qu'il est pleinement et entièrement raisonnable d'étudier la possibilité de demander à ce qu'une décision de retirer un enfant de ses parents à ses parents soit rendue par un jury de pairs et non pas à la discrétion d'un juge de première instance, et ce, attendu la nature criminelle éventuelle de l'acte. Au Canada, lorsqu'un acte possiblement criminel doit être jugé hors de tout doute, le justiciable inculpé a le droit de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine minimale prévue pour l'infraction dont il est accusé est passible d'un emprisonnement de 5 ans ou d'une peine plus grave. Donc, dans cet esprit législatif connu et détaillé, en ce qui concerne notre analyse de la situation, la séquestration d'un mineur à ses parents est passible de 10 ans d'emprisonnement en vertu du Code criminel. Donc, l'acte emporte le droit de bénéficier d'un procès avec jury. De plus, le 6e amendement de la Constitution des États-Unis garantit le droit à un jury impartial dans toutes les poursuites de nature criminelle. Bien entendu, il existe quelques exceptions. À la lumière de ce qui précède, en premier lieu, sur le plan sociologique, le jugement par les pairs semble parfaitement exigible par les parents à titre de justiciable et bien plus, dans la logique juridique du droit pénal et des dispositions du Code criminel, les parents auraient droit à un jury impartial attendu la gravité de l'acte de priver l'enfant de son parent et le parent de son enfant.
En somme, si nous appliquons ces vérités à la protection de la jeunesse, il en résulte que pour arracher un enfant à ses parents biologiques, la DPJ peut avoir le fardeau de la preuve de démontrer la culpabilité de l'accusé devant un jury composé d'une douzaine de parents représentatifs. Maintenant, cette démonstration de culpabilité doit-elle être rendue hors de tout doute raisonnable? En vertu des enseignements actuels de la Cour suprême du Canada, c'est tout le contraire qui se produit, car les intervenantes de l'État peuvent se saisir actuellement de l'enfant à partir de simples présomptions de spéculation dans un esprit de prévention des préjudices potentiels que pourrait subir l'enfant. Quoi qu'il en soit, en vertu du principe de sécurité juridique, dont nous avons consacré également un chapitre de magistrature ou dictature, il est pleinement et entièrement logique qu'une décision aussi grave soit rendue par un groupe impartial, de pairs soigneusement choisis, plutôt que par un ex-avocat de la DPJ, comme c'est actuellement le cas au Québec. Maintenant, est-il possible d'implanter une cour des pairs en droit familial et de la jeunesse pour juger les cas graves? Premièrement, analysons le chapitre 6 du rapport Laurent et de ses recommandations sur le plan judiciaire. Donc, le titre du chapitre 6 du rapport Laurent, « Développer une intervention judiciaire collaborative, participative et adaptée ». Qu'est-ce que les ex-DPJ et ex-avocats du DPJ nommés commissaires à la commission Laurent entendent par une intervention judiciaire adaptée, collaborative et participative? Page 219 de leur rapport, on nous informe que près de 70% des enfants dont le suivi est actif en protection de la jeunesse font l'objet d'une intervention judiciaire et que le tribunal traite environ 6 000 nouveaux dossiers à chaque année. Cette affirmation est concordante avec nos recherches. Toutefois, c'est plutôt 10 000 nouveaux dossiers qui sont pris en charge sur 80 000 naissances. Page 219. Les effets de ce modèle judiciaire sont préoccupants. Nous sommes au diapason avec ce constat et le fait que la Commission estime nécessaire de prendre un virage majeur par l'approche de médiation. Ce qui est très bien, mais qu'en est-il exactement? Page 220. La judiciarisation des dossiers ne cesse d'augmenter depuis 30 ans. À partir des années 1990, on constate un recours de plus en plus fréquent au tribunal par les intervenantes du DPJ. Pourtant, lorsque la DPJ a été créée, c'était essentiellement pour déjudiciariser l'intervention de l'État dans la famille, principalement, notamment par le principe de socialisation de l'intervention de l'État. Force est de conclure que la farouche opposition des groupes féministes et des syndicats des travailleurs sociaux n'a absolument rien changé à ce qui avait été au temps de Maurice Duplessis. Les intervenantes se saisissent toujours des tribunaux et rien ne change dans la surjudiciarisation des causes. Page 223, les commissaires invoquent les disparités régionales. Nous avions déjà mis en lumière cette incohérence pour montrer que certaines régions saisissent le tribunal 2 fois plus que d'autres régions et parfois même jusqu'à 80% des cas qui sont judiciarisés contre environ 25% ailleurs. Comment peut-on expliquer cette chose incompréhensible? Les parents d'une région du Québec plutôt qu'une autre seraient-ils devenus des monstres? La réponse se trouve plutôt dans le jeu des avocats et dans l'attitude de certaines directrices de la protection de la jeunesse qui sont nommées localement par les DG des CI3S et leurs CA. Certaines de ces organisations devraient éventuellement être sous enquête puisque ce sont des proches qui obtiennent des postes dans un climat d'omerta.
Page 228, sous-chapitre 1.4, les commissaires concluent que le système judiciaire est mal adapté pour répondre aux besoins des enfants. En contrepartie, la Commission propose un modèle comme en Ontario, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouvelle-Écosse, c'est-à-dire un tribunal unifié de la famille, un TUF, T-U-F. Par ailleurs, la Commission s'interroge à savoir s'il faut limiter les témoignages des enfants pour leur éviter un stress. Sur la question, on propose des aménagements pour faciliter le témoignage de l'enfant. Par exemple, la Commission nous dit que la présence d'un chien de soutien rassure l'enfant. Va-t-on voir apparaître des espaces de bricolage et de jardinage dans les palais de justice au Québec? Page 231. Les citoyens comprennent mal ce qui se passe au tribunal et les parents sentent qu'ils perdent le contrôle sur les décisions. Toutefois, qu'est-ce que Régine Laurent connaît de cette situation? En vérité, nous sommes plutôt d'avis que les parents comprennent parfaitement bien ce qui se passe à la Chambre de la jeunesse après une ou deux expériences. Ils sont incapables de déposer leurs preuves. Les juges et les avocats les intimident et se moquent d'eux. Et les parents se font maltraiter psychologiquement de manière outrageuse. En fait, ils sortent démolis de ce lieu qui prétend rendre de bonnes décisions dans l'intérêt de leurs enfants. En résumé, Madame, Monsieur, la Commission propose un projet pilote de médiation. Un projet pilote va-t-il enfin répondre à la promesse de déjudiciariser après 50 ans d'échec? La réponse est manifestement non. Page 236. Les avocats permanents de la Commission des services juridiques représentent plus de 12 000 enfants par année devant le tribunal. Selon la Commission, la représentation de l'enfant par avocat est un levier intéressant. Page 238. Les avocats sont dans une position privilégiée pour informer, conseiller, accompagner et représenter les enfants à toutes les étapes du processus de décision. Page 240, la Commission recommande de garantir l'admissibilité universelle à l'aide juridique pour tous les enfants. Bref, de la main droite, les avocats de l'aide juridique vont conseiller les bébés naissants que Lionel Carman veut attraper à la naissance. N'est-ce pas vraiment un sauvetage exceptionnel? De la main gauche, l'aide juridique refuse l'accès à la justice à un grand nombre de parents au Québec. À cet égard, nous recevons constamment des appels de parents qui sont à la recherche d'avocats et qui n'ont pas les moyens financiers de payer 500 $ de l'heure. Sur ce sujet, selon nos informations, c'est presque 100% des enfants qui ne comparaissent pas devant le juge. La Chambre de la jeunesse choisit un avocat pour parler à leur place. Et là, Régine Laurent veut mettre des chiens et des fleurs pour faire un tribunal cool. Le tribunal ne sera jamais cool, Madame Laurent. En 2 mots, sur ce rapport Laurent. Primo, quant à la surjudiciarisation outrageuse et aléatoire qui se déroule au Québec depuis près d'un siècle, la Commission ne propose rien et le gouvernement ne fera rien. Rien de chirurgical, mais encore des promesses vides de sens accompagnées de quelques fleurs pour humaniser son TUF, qui n'est qu'un copier-coller des autres provinces. Secundo, en ce qui concerne la prétendue médiatisation en protection de la jeunesse, la Commission recommande un projet pilote de 18 mois
dans seulement 3 régions sur 17, sans aucun détail ni proposition financière. Tertio, la Commission recommande encore plus de jobs pour les avocats du gouvernement, c'est-à-dire les employés de l'aide juridique. Bref, tous les enfants du Québec auront un avocat du gouvernement pour se débarrasser de leurs parents biologiques au bon vouloir de la DPJ et se faire placer à l'adoption et en famille d'accueil jusqu'à leur majorité. C'est de la folie furieuse. Je suis désolé. Après 50 ans d'échec monumental dans la volonté gouvernementale de déjudiciariser les enfants mis en cause au Québec, on vous propose des pots de fleurs dans un tribunal qui va changer de nom et encore plus d'avocats du gouvernement pour approuver la DPJ au nom de vos bébés. On se moque de papa et de maman. Et comme le dit si bien le ministre responsable, le gouvernement n'a plus besoin des parents biologiques. Le gouvernement a besoin de plus d'avocats. Le gouvernement a besoin de chiens et de fleurs pour déguiser ses tribunaux en lieux humanitaires. Super cool pour vous enlever vos enfants sans vergogne et les placer à l'adoption et en famille d'accueil. Pour terminer sur la question des tribunaux vus par le rapport Laurent, c'est d'une maigreur rachitique et d'une sécheresse intellectuelle des plus déconcertantes. Le rapport de la Commission ayant été passé en revue sur la question, revenons aux choses sérieuses. Une cour des pairs peut-elle être réellement implantée au Québec? La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la question financière. Alors, nous allons faire une analyse préliminaire réaliste du budget nécessaire. Premièrement, posons l'hypothèse qu'une cour des pairs serait composée d'une dizaine de jurés. Un jury à la chambre criminelle de la Cour supérieure est composé de 12 jurés. Chaque juré reçoit une allocation de 103 $ par jour d'audience et jusqu'à 160 $ par jour si le procès dure plus de 57 jours. Pour les besoins de notre estimation préliminaire et dans le but de simplifier nos calculs, arrondissons les nombres à 10 personnes et à 100 $ par jour d'indemnité par juré. Il en résulte qu'un jury d'une dizaine de pairs coûte 1 000 $ par jour, ce qui est très raisonnable comme prix en comparaison des charges financières de nos fameuses avocates en droit de la famille et de la jeunesse qui chargent entre 500 et 1 000 $ de l'heure. Selon le rapport Laurent, le tribunal entend 6 000 nouveaux cas et l'information provient des bilans des directeurs provinciaux de la jeunesse. Ces données sont concordantes avec nos recherches tirées des rapports AS 480 du ministère de la Santé. Selon nous, un peu plus de 5 000 nouveaux dossiers sont judiciarisés à chaque année. Ce qui est complètement fou, c'est que 98,4% de ces dossiers sont gagnés par la DPJ. De plus, un autre 5 000 nouveaux dossiers font l'objet de mesures volontaires. Par ailleurs, au total, selon les résultats de nos recherches sur la Société d'intelligence juridique, 12 000 causes sont entendues, incluant les prolongations, les révisions de mesures, les placements et adoptions. De ces faits, posons l'hypothèse que il sera possible de déjudiciariser, dans une certaine mesure, ce que recommandent Régine Laurent et les commissaires pour enfin accomplir ce que tente de faire le législateur depuis plus de 50 ans. Donc, dans cet esprit de déjudiciarisation et en considération du fait nouveau qu'à la Chambre des pairs, ce ne sera pas un ex-employé de la DPJ nommé juge qui rendra la décision, mais bien un jury de 12 personnes impartiales comme à la Chambre criminelle. On doit donc s'attendre à une diminution du nombre de requêtes qui ne seront plus automatiquement gagnées à 99% du temps par la DPJ.
Ainsi, la déjudiciarisation pourrait enfin voir le jour puisque la DPJ aura le fardeau de la preuve de démontrer à un jury impartial de 12 personnes que les parents biologiques sont inadéquats et que l'enfant doit être retiré de son milieu familial. En somme, le nombre de causes pourrait diminuer substantiellement. Pour leur part, les demandes d'adoption déposées par la DPJ sont de l'ordre de 500 par année. En vertu de l'article 4, les cas visés par une audition à la Chambre des pairs seraient notamment les cas d'adoption, les cas de placement en famille d'accueil, les interdictions de contact, les cas de déchéance parentale. En deux mots, en vertu de l'article 4 tel qu'amendé, il s'agit des cas graves où les droits inaliénables de l'enfant sont attaqués par l'État, soit le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux, le droit de l'enfant d'être maintenu dans son milieu familial, le droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, le droit de l'enfant de préserver son identité culturelle et religieuse. Pour compléter notre estimation, d'une manière très raisonnable et conservatrice, fixons le nombre de requêtes de la DPJ à la Chambre des pairs à 5000 cas par année. Quant à la durée des auditions, nous savons qu'un très grand nombre de requêtes se règlent en quelques minutes seulement. Souvent, les parents n'ont pas d'avocat et l'avocat de l'enfant se lève pendant 30 secondes pour dire au juge que l'enfant est en accord avec la requête du DPJ. Et on passe à la cause suivante. Toutefois, présupposons que les audiences à la Chambre des pairs devant un jury prendraient en moyenne une journée complète pour rendre une décision. Nous pouvons maintenant conclure notre estimation préliminaire requis à la création de la Chambre des pairs. C'est mathématiquement très simple. Le jury, comme nous l'avons dit, coûte 1 000 $ par jour d'audience et le nombre d'audiences est maintenant estimé à environ 5 000 par année, ce qui est très raisonnable. Alors, l'estimation de la facture des jurys de la Chambre des pairs est égale à 5 millions de dollars. 5 millions de dollars par année pour obtenir une justice équitable et impartiale pour les enfants du Québec. Est-ce trop demandé? En comparaison, le gouvernement dépense 300 millions par année pour les familles d'accueil et selon nos estimations, notamment fondées sur les rapports financiers du Conseil de la magistrature, de l'aide juridique du Québec et des centres intégrés de santé et de services sociaux, le gouvernement dépenserait environ 200 millions en frais d'avocat. Si le budget total en protection de la jeunesse s'élève maintenant à 1,5 milliard, c'est donc 30% de ce budget national en protection de la jeunesse qui s'en va directement dans la poche des familles d'accueil et des juges et avocats. Ce que nous demandons ici est de l'ordre de 0,3% de ce budget pour obtenir une justice impartiale. Donc, ce n'est certainement pas demander la lune aux caquistes de François Legault à l'automne 2021. 5 millions contre 500 millions, c'est 1/100. Oui, 1/100 de la dépense que nous faisons au Québec pour des avocats et des familles d'accueil en protection de la jeunesse. Pour conclure, nous sommes en accord avec la création d'un tribunal unifié en droit de la famille et de la jeunesse et du divorce. Toutefois, nous recommanderons un tribunal unifié qui possède une chambre des pairs pour entendre les auditions des cas où le gouvernement attaque les droits inaliénables de l'enfant, le tout tel qu'il apparaît de l'article 4 amendé.
la présentation de l'épisode 7 de la série Les enfants du gouvernement termine les amendements proposés à l'étude détaillée de l'article 4, sauf si vous aviez des propositions majeures ou des amendements particuliers que vous pouvez toujours déposer via votre vote à la question référendaire. Pour ces motifs, nous croyons approprié de modifier l'article 4 comme suit. Le premier paragraphe, la primauté parentale. Conformément au principe de la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable du droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux, toute décision prise en vertu de la présente loi doit maintenir l'enfant dans son milieu familial biologique, sauf lorsque la sécurité, le développement ou la santé de l'enfant est considérée en danger par la Chambre des pairs du tribunal unifié de la famille. Deuxième paragraphe. L'égalité des pères et mères. Attendu le droit de l'enfant séparé de l'un de ses deux parents d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, l'implication des parents biologiques doit toujours être favorisée dans la perspective de les aider à exercer ensemble l'autorité parentale et à tendre à exercer leur responsabilité parentale de façon égalitaire à l'égard de leur enfant. Que les pères et mères fassent vie commune ou non, et quelles qu'en soient les raisons. Troisième paragraphe. La primauté de la famille de proximité. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit invariablement tendre à confier l'enfant aux membres les plus significatifs de sa famille biologique élargie, quand ces personnes sont capables, disponibles et intéressées à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge, et se rapprochant le plus d'un milieu familial normal. Quatrième paragraphe. La primauté culturelle. Lorsqu'il n'est pas possible de confier l'enfant à sa famille élargie, la décision doit invariablement tendre à confier l'enfant à un milieu de vie substitut, en mesure de préserver son identité culturelle et religieuse en privilégiant un membre de la communauté ou de la nation de l'enfant. Enfin, dernier paragraphe, la permanence des soins. Dans tous les cas, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. Vous pouvez aller voter à lespapas.org/référendum. Tous les épisodes de la série Les enfants du gouvernement, ils sont disponibles avec les questions référendaires correspondantes. Madame, Monsieur, merci pour votre attention et votre participation. Au plaisir. Vous avez entre vos mains l'avenir des enfants et des familles. Il y a une remise en question fondamentale sur la primauté du lien familial biologique. Pensez dans votre rapport préliminaire, oui. Mme Laurent. Mais ça veut dire un méchant coup de barre. Allez-vous, M. Carman, êtes-vous prêt à remettre ça en question? Oui, tout à fait. Les choses ont changé. On n'a pas besoin que ce soit la famille biologique. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire avancer nos travaux, je pense, cet automne. Donc on veut attraper ces familles-là, comme je parlais tantôt. C'est souvent une histoire familiale. On veut les attraper le plus rapidement possible. Puis un des bons endroits pour les attraper, c'est dès la grossesse de la mère.